Oh l'éclair, oh l'éclair. Fascinant phénomène céleste que celui de la nova. Le premier Européen à en faire une observation scientifique, avec un millénaire de retard sur la civilisation chinoise, fut Tycho Brahe, un astronome danois qui décrit sous le terme de Nova Stella l'apparition d'une étoile, appelée de nos jours la SN 1572, dont la luminosité supérieure irradie le ciel durant 1 an et demi. La première ébauche du poème Nova remonte à 1930, mais ce n'est que l'année de la mort de Catherine que l'astronomie moderne élabora la définition entrée dans l'imaginaire collectif, en distinguant ce phénomène cyclique d'étoiles aux intenses irruptions de lumière de celle de la supernova, dont l'explosion définitive a pour résultante une nébuleuse ou un trou noir. Dans les deux cas, il n'est pas inintéressant de noter qu'une explosion se déclenche au sein d'une étoile double, entre deux compagnons célestes, le géant rouge et un nain blanc, qui échangent leurs énergies. Catherine Pozzi eut-elle connaissance de la fascinante nova récurrente appelée RS Ophiuchi, dont les raies lumineuses à son époque étaient les plus intenses à observer de l'univers, une étoile située dans la constellation du Serpentaire qui tient son nom du dieu de la médecine grecque antique, Asclépios. Elle explosa 2 fois durant sa vie, et la dernière éruption déclenchée du vivant de la poétesse, en 1933, 1 an avant sa mort, fut documentée par Eppe Loretta depuis Bologne. Bien que l'on ne sache avec certitude si elle avait connaissance de ces informations, toujours est-il que ses cahiers de travail démontrent un intérêt non fin pour les magnitudes célestes et les nébuleuses spirales. Le poème Nova, dont l'histoire n'est pas dénuée d'éclat, d'abord confié à Jean Paulhan au titre de l'amitié et non de l'édition, bénéficie d'une histoire éditoriale à bien des égards comparable à celle d'Ave, à la différence que la publication de Nova ne se fit jamais, de même que celle du poème joint avec lui, Scopolamine, qui fera l'objet de l'épisode suivant. Alors que le numéro de la NRF censé les recueillir était dans les rails, son impression fut précipitamment stoppée par Catherine en personne, circonstance rocambolesque justifiée dans une lettre souvent citée, dans laquelle elle évoque à l'éditeur la raison qu'elle n'aimait pas assez ses poèmes pour les laisser faire l'amour avec ses 100 000 lecteurs. En effet, que vaut un lectorat de 100 000 quand on sait que certaines explosions d'étoiles projettent un éclat 570 milliards de fois plus intense que le Soleil. Écoutons le poème. Nova. Dans un monde au futur du temps où j'ai la vie, qui ne s'est pas formée dans le ciel d'aujourd'hui, au plus nouvel espace sous le vouloir des vies, au plus nouveau moment de l'astre que je fuis, tu vivras. Ma splendeur, mon malheur, ma survie, mon plus extrême cœur fait du sang que je suis, mon souffle, mon toucher, mon regard, mon envie, mon plus terrestre bien perdu pour l'infini. Évite l'avenir, image poursuivie. Je suis morte de vous, ô mes actes chéris. Ne sois pas. Défais-toi, dissipe-toi des lits. Dénonce le désir que je n'ai pas choisi. N'accomplis pas mon jour, âme de ma folie. Délaisse le destin que je n'ai pas fini. Alors, moi, ce que j'aime énormément dans Nova, c'est cette oscillation entre l'éclat, l'extrême splendeur et la dégénérescence de cet éclat. C'est la structure du poème qui est en fait une illustration du titre du poème. Cette alternance entre ce qu'on pourrait associer par une joie extrême qui précède un dépérissement. Et cette alternance-là, ces différences d'états qui se suivent et se précèdent, c'est quelque chose qui me touche énormément. Il convient quand même de préciser qu'il a existé une autre version de ce poème appelée Purgatorio, qui était précédée
de vers de Dante qu'on trouve dans le chant premier du Purgatoire, selon la traduction de Jacqueline Risset, cela donnerait « La belle planète qui invite à aimer faisait sourire tout l'Orient en voilant les poissons qui l'escortaient. » On ne peut ignorer le fait qu'il y ait une mention de cette belle planète en frontispice du poème, qui fait comme le rappel Bhoutan et Vénus. Il pourrait y avoir effectivement une référence à l'amant perdu, donc à Valérie. Et il pourrait aussi y avoir une référence à l'amour divin dont on parle et qui est l'objet de la quête, puisque comme on le sait, Vénus renvoie bien sûr à la déesse de l'amour. Néanmoins, c'est tout de même le titre Nova qui a été conservé et qui, selon moi, représente justement cette instabilité de l'état dans lequel se trouve Catherine Pozzi lorsqu'elle écrit les poèmes. C'est-à-dire qu'elle est dans une quête permanente et pleine d'espoir de trouver ce Dieu, mais n'y parvient pas toujours. Et les failles qu'elle rencontre, les désillusions qu'elle rencontre et qu'elle a pu également rencontrer pourraient correspondre à cet éclat extraordinaire, puis à la mort soudaine. Journal, 12 mars 1930. Je m'endors. Quelques millions d'atomes se sont serrés, ont fait mon corps, défont mon corps, se sont mis à quelques milles en un pour penser, ont formé un amour, l'ont nommé, l'ont damné, l'ont expliqué. Je ne lutte qu'à vivre, je ne lutte pas à mourir, me dénouer comme un parfum. Et c'est vrai que cette oscillation entre l'éclat et la dégénérescence, donc la noirceur, elle peut aussi évoquer ce paradoxe qu'on trouve entre la félicité qu'on a à l'idée de notre propre mort, puisqu'on va rejoindre ces sphères que l'on désire, mais la peur toute naturelle et toute humaine de cette mort-là, oui. La mort du corps qui effraie. Oui. Et donc dans cette dualité entre la lumière et l'obscurité que représente Nova, la supernova, on retrouve aussi ce paradoxe-là et cette peur-là, parce qu'à la lecture du poème, on peut se dire qu'elle a finalement trouvé comment conjurer la peur de la mort, qui en fait est une peur qui défie les siècles. Et pour moi, dans Nova, il y a une grande difficulté à échapper au corps, au temps. Enfin, d'où la présence d'autant d'impératifs, il y a un sentiment d'urgence. C'est vrai. Elle dit « ne sois pas, défais-toi, dissipe-toi ». Donc elle espère pouvoir... elle sait que là c'est trop lourd et donc elle n'atteindra pas encore cet état-là s'il y a ce poids-là de l'hérédité qui est présente. Et je pense que c'est une manière, façon d'interpréter ces deux derniers vers, ou même l'avant-dernière strophe. « N'accomplis pas mon jour, âme de ma folie, délaisse le destin que je n'ai pas fini ». Il y a un passage dans son journal du 2 mai 1930, où je vais la citer du coup. Cette fin de ce poème qui est musical, « Si tu montes au jour, âme de ma folie, je ne peux pas descendre aux noces de la nuit », donc qui était une autre version, n'est pas la fin de la pensée que j'ai. La pensée est telle, si tu montes au jour, âme de l'hérédité, je serai entraînée par toi dans ton jour, et je ne pourrai pas échapper au jour, en finir à jamais avec les jours, plût à Dieu. C'est ça. Donc voilà, donc si elle... c'est une entrée hors du temps, quoi. Carrément. Ouais, voilà, c'est une volonté de... De toute façon, c'est sa recherche de l'hérédité et de la pureté, c'est la fin de l'hérédité, et la fin de l'histoire et du passé pour réussir à atteindre un état qui serait un état de sainteté, parce que c'était aussi une recherche qu'elle avait. Il y a tout un questionnement sur qu'est-ce que le saint, qui est le saint. Journal. Qui est le saint ? Si le saint n'est plus personne, est-il quelqu'un ? La sainteté, à partir du moment indécis où la personne est évincée du seuil de la conscience, où son acte tombe ou monte dans l'universel de l'esprit, semble se faire mémoire de rien, raccord à rien qui ne la surprenne nue, et, au sens du monde,
désarmé. De même, à l'aube extrême, le n'importe qui d'humain, si fort et si sûr d'une identité que son corps lui crie, s'il ressuscite, devrait ne pas même savoir que c'est lui. Il y a un dénigrement et une sorte de renoncement au temporel qui est aussi, qui fait beaucoup penser à Pessoa en fait, de manière, justement de cette manière de trouver que la vie intérieure et la vie, c'est ça, et la vie intérieure et la vie derrière le voile est finalement beaucoup plus importante. Elle était très influencée par la pensée bouddhiste. Alors bon, je suis absolument pas spécialiste, mais il y a une recherche à la fin d'atteindre le nirvana où on est retourné au monde et il y a la disparition, quoi. Voilà, on sort du cycle de la réincarnation. Et là, c'est ça, c'est échapper au jour. De toute façon, l'idée de recréation, c'est Michel de Certeau qui emploie le terme recréation. L'idée de recréation, tout ce qui relève du cyclique, etc., de toute façon, c'est présent dans tous les poèmes. Après, on a l'impression comme que le thème de la résurrection se confond totalement avec pourrait se confondre totalement avec celui de la réincarnation, quoi. Évidemment. C'est pour ça que, sous un certain aspect, si je la transforme un peu, si j'ose me le permettre, l'amorce de la réflexion d'Anne Malaprade est intéressante, puisque est-ce que la procréation est une résurrection, réincarnation, recréation de soi, tout à fait. Enfin, une autre lecture de Nova est possible, dans laquelle l'adresse des vers 5, 6, 7 et 8 pourrait renvoyer à un enfant, à l'enfant du poète. C'est en particulier l'alexandrin « Mon plus extrême cœur fait du sang que je suis » qui peut faire incliner vers cette interprétation. Catherine Pozzi reprendrait ici un aspect de la thèse platonicienne du banquet, selon lequel l'amour est un désir d'immortalité qui s'accomplit à travers la génération. Le terme « survie » peut renvoyer à une participation du poète à l'éternité par la voix de son enfant, image de lui-même. Le « futur du temps où j'ai la vie » désignerait la vie impartie à l'enfant et à l'adulte futur, survie du poète dans un corps et un esprit à la fois différents et semblables, faits du même sang et pourtant autres. La métaphore de l'étoile sert donc une prière proche de l'exhortation adressée à un destinataire inconnu qui se cache derrière une mystérieuse deuxième personne, peut-être l'âme du poète, peut-être l'enfant. L'épigraphe de Dante, cité plus haut, et le titre provisoire Purgatorio font penser que le poète de Nova accomplit à la manière de son illustre prédécesseur un voyage à travers les règnes de l'au-delà, et qu'il craint qu'une partie de lui, âme ou enfant, ne s'égare dans une forêt obscure, celle du péché et de la faute. À sa manière, Nova peut être compris comme une fresque morale longue de 14 vers. J'aime le fait que le poème ait été écrit sous l'influence d'un médicament. Et d'ailleurs, elle le rappelle elle-même dans son journal en date du 26 avril 1830, je la cite, « Avant-hier, essayer du bromure, rend lourd, n'endort pas. Détache des environs, laisse l'âme entre terre fait des vers. » Donc on ne peut pas nier le fait que ce poème compte parce qu'il a été écrit sous l'influence de la drogue, dirons-nous plus généralement. Et surtout, ce qu'elle stipule, ça serait que la prise de drogue pourrait lui permettre de déceler des indices, des traces qui pourraient exister derrière un monde qu'on pourrait qualifier de parallèle. Claire Pollan le rappelle également dans la préface des éditions Gallimard. Catherine Pozzi croyait réellement ce qu'on appelle grossièrement un monde parallèle, pensait effectivement, et ce qu'elle utilisait, cette formule-là, personnellement je le pense, compte tenu du titre qui est donné à un autre poème, c'est-à-dire Maya, est-ce qu'elle pensait, est-ce qu'elle croyait réellement en l'existence de ce qu'on appelle le voile de Maya, qui est en fait une idée, un concept qui veut que
derrière la réalité, le monde plus essentiel, plus spirituel existe et que tout ce qui nous entoure n'est qu'un voile qui dissimule la réalité profonde du monde et de l'univers. Donc, Catherine Pozzi pensait réellement que la drogue, le médicament, les substances pouvaient permettre, de par les effets que cela produit sur le cerveau et sur les perceptions, pouvaient permettre de distinguer des indices, des émanations de ce monde-là. Et je pense que c'est aussi ça qu'elle essaye de faire dans Nova. Donc cette prise de drogue qui donnerait un éclat absolument halluciné, pour suivre toujours la métaphore de l'étoile, elle précède également la disparition de cet éclat-là lorsque les effets s'estompent. Puisqu'elle écrit dans le poème également « Dans un monde au futur du temps où j'ai la vie », elle anticipe la survivance de son âme après la vie plus terrestre. Ça m'a fait penser, ce que tu as dit sur la prise de drogue, ça m'a fait penser, je pense que la comparaison est assez évidente à Aldous Huxley, quand il écrit Les Portes de la Perception et aussi Le ciel et l'enfer, qui sont des essais où il explique qu'il a pris de la mescaline et ce qu'il voit après avoir pris de la drogue, il le compare aux expériences des mystiques. Donc ça fait évidemment penser à ça. Les révélations qui peuvent suivre une prise de drogue, c'est quelque chose qui est très présent en littérature. On le voit beaucoup au XIXe siècle, avec le club des hachichins. Enfin, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup d'artistes au sens large, pas seulement de poètes, qui pensent sincèrement que la prise de drogue peut révéler des choses cachées. Et Catherine Pozzi partageait cette croyance-là. Et je pense... C'est vrai qu'aussi que ces drogues-là qui sont enfin, je sais pas si c'est ce que prenait Pozzi rentre dans cette catégorie, mais souvent ces drogues qui justement altèrent la perception, elles sont ritualisées en fait. Ouais. Elles sont intégrées dans une pratique religieuse complètement, donc c'est vrai qu'elles ont tendance à être très naturellement associées à cette idée de mysticisme en fait. C'est pour ça que oui, bien sûr, c'est pour ça que le grand questionnement de Nova, c'est est-ce que c'est une apparition fortuite, à savoir, elle a pris du bromure, elle a eu cette apparition, ou alors est-ce que c'était quelque chose de réfléchi et que cette prise de bromure était volontaire? Mais c'est intéressant parce que moi justement dans cette première strophe qui est particulièrement longue, il y avait, je trouvais justement on restait vraiment sur la thématique de réincarnation qu'on voyait dans les deux premiers poèmes, quoi. Dans Vallée et dans Rêve. Tout à fait. Et que justement, enfin ce temps. Ce monde futur du temps où j'ai la vie, ça peut autant être un monde post-eschatologique qu'un monde qu'elle a pu apercevoir dans une vision, quoi. Tout à fait. Peau d'âme. Il reste des regards. Tout se délie. Tout se délaisse. Tout se défait. Tout disparaît. Il reste du goût. Du contact. Il reste du regard. Ô substance, ô masse enchantée, tout attentive à recevoir. Ô très haute addition de signes où je puis me tenir et voir. Elle est retrouvée. Quoi? L'éternité. Rimbaud. Ce que j'aime aussi beaucoup et qui est assez singulier par rapport aux autres poèmes de ce cycle-là, c'est cette succession sans exception de rimes en i. Ça, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé et qui m'a apporté une réflexion, une hypothèse qui est personnelle, qui est peut-être hasardeuse, mais qui a été assez automatique. Donc cette hypothèse, c'est que je pense que la répétition du son et donc fatalement de la lettre I n'est pas fortuite. Elle me fait irrésistiblement penser au I rouge de Rimbaud, dont je rappelle le vers. I pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles, dans la colère ou les ivresses pénitentes. Donc, cette référence au I rouge de Rimbaud, ça donne un aspect sanguin au texte, un aspect pulsatile, celui de l'influence d'un pouls battant,
Et je trouve que ça reflète plutôt bien ces alexandrins parfois très incisifs dans le rythme et qui évoquent comme le cri d'une femme qui a le souffle coupé. Et donc cet aspect pulsatile, cet aspect vital-là, il pourrait être représentatif d'une part de l'éclat, de la surpuissance d'une étoile, celle qui fait référence à Nova tout simplement, et puis également dans une représentation un peu plus mortifère, celle de cette dégénérescence dont j'ai parlé. Moi j'avais analysé aussi les rimes et j'avais remarqué qu'au début elles sont un petit peu plus riches. Par exemple il y a le phonème V qui revient vie sur vie, en vie, et la semi-consonne dans aujourd'hui, fuit, suit, alors qu'à la fin il n'y a plus que le I. Donc, comme si elle arrivait un petit peu à perdre le contrôle et à se libérer. Et ça pourrait, et c'est presque paradoxal, parce que si on garde toujours l'image, la métaphore de la supernova, la libération, elle devrait être lors de l'éclat, et comment dirais-je, le rétrécissement serait plutôt dans la dégénérescence. Donc c'est paradoxal. Justement, c'est cette espèce en même temps de confiance complètement, assez délirante dans l'immortalité, dans l'incarnation, et en même temps du fait que c'est une exhortation, etc., cette peur qui la sous-tend, quoi. Et peut-être qu'on peut... ça peut me faire penser... Ça me fait penser aussi à l'inquiétude qu'elle pouvait avoir de ne pas finir son œuvre. C'est vrai. Et Podham, elle était très inquiète de jamais... Et elle l'a pas fini. Elle pressentait sa mort, effectivement, et c'est vrai. Et peut-être cet éclat, elle sent que là, elle a atteint un niveau, que ce soit avec sa poésie, avec Podham, donc ça précipite la suite. Elle sent qu'il y a quelque chose, elle s'est instruite sur tellement de choses, elle s'est libérée de la relation avec Paul Valéry. Et pourtant, elle sent que sa mort est proche et que peut-être qu'elle n'arrivera pas à aboutir à cette pensée auquel elle tient tant, à cette philosophie qui est essentielle à sa vie. Alors justement, est-ce qu'on ne peut pas prendre Podham comme une sorte d'ébauche de texte en voyant un livre Jamais achevé. Parce que je pense que ça a été une œuvre monumentale pour Catherine Pozzi, quasiment une obsession. Elle a commencé très très tôt à réfléchir à ces passerelles entre le corps et l'esprit, la manière dont l'esprit pouvait envelopper le corps, ce qu'elle appelait le zaïmph, c'est-à-dire l'enveloppe corporelle de l'esprit ou de l'âme autour du corps. Et elle avait commencé en 1905, et en 1934, à la date de sa mort, elle écrivait dans son journal qu'elle n'aurait pas le temps de terminer, et que Dieu ne lui donnait pas la possibilité de terminer une œuvre qui aurait pu révolutionner la pensée philosophique de son temps. Elle a passé 30 ans de sa vie à essayer de résoudre ce problème-là, entre autres. Construction fragmentaire. Donc qui déroute encore. Oui, c'était au fond le prélude d'un livre beaucoup plus important qu'elle appelait le De Libertate, au sujet de la liberté, et dont Podham, au fond, décrivait la partie sensibilité, la partie la plus immédiate, alors que le reste du livre, qui existe sous forme de traces, de tentatives, d'ébauches, concernait justement le problème de la liberté. La liberté de l'homme par rapport à toutes les choses qui le ligotent, et en particulier à son hérédité. Et à son enveloppe corporelle. Et comment comprendre ce titre, Podham, qui fait quand même référence à Perrault? Oui, c'est un jeu de mots naturellement sur Podham. Mais Podham, c'est parce qu'il y avait dans son premier De Libertate, elle parlait de quelque chose, d'une peau, c'est-à-dire d'une âme qui serait une peau, de quelque chose qui serait à l'extérieur du corps et qui recevrait les sensations. Alors, c'est ce quelque chose, donc elle appelait aussi le zaïmph dans certaines de ses écritures, et elle s'est un jour, en lisant, en voyant le nom Podham, le titre de Perrault, s'est dit, mais au fond, c'est exactement ça, c'est pas la peau d'âne, c'est une peau d'âme. Et alors, enchantée de ce jeu de mots,
elle a voulu absolument que ça s'appelle peau d'âme. Et la peau renvoie à la sensation, qui pour elle est le moyen d'atteindre la réalité. Et elle renvoie aussi à l'accumulation des données génétiques, qui était quand même quelque chose qu'on découvrait à l'époque. Et elle a voulu tenter de percer un mystère qui préoccupait tous les philosophes de son temps. Peut-être que l'omniprésence de la rime en « i », ça crée une espèce de monotonie qui traduit cette lourdeur et cette difficulté à s'échapper, alors que scopolamine est beaucoup plus fluide, en octosyllabes. Oui, puisque en fait l'éclair de lumière accélère la dégénérescence et elle le sent, je pense. Ouais. À trop concentré d'énergie divine, elle sent que ça va être le déclin, parce que tout le poème a eu quand même une forme de brutalité, de concision, tout est assez entrecoupé. Donc il y a toute cette évolution aussi à la fin. L'éclair de brillance est très très brutal dans la supernova. Après le heurt des ruines et des séparations, il faut bien que les larmes d'hommes se répandent. Mais l'art, incorporé à d'étincelantes matières, élève l'espérance de leur salut définitif. Plus encore que la vertu, vieille héroïne toujours prête à prendre d'assaut les enfers, l'art veut sauver cette beauté qu'il ne faut pas que l'autre, beaucoup mieux défendue, supplante, exclue ou déshérite. Personne ne doit craindre de dire et de chanter à la jeune vie faiblissante combien, de tous les leurs, le plus trompeur serait d'imaginer la certitude de son sacrifice éternel. Les sens lui simulent le faux et lui dissimulent le vrai. Mais l'esprit la tient et la nomme sœur ou fille des substances supérieures qui ne s'altèrent point et font retour au cœur du monde où chacun les recouvrera, pour peu que le monde ait un cœur.